La femme, c'est presque la mémoire universelle. La femme, c'est une énergie personnalisée. La femme, c'est l'élément qui véhicule la tradition. Parce qu'elle a le souci d'élever, aussi bien d'élever l'enfant que d'élever la culture. Mademoiselle Emmanuel, bon cœur, petit chien pas pressé, appelle la femme que m'avait dit. Oui, j'en concours. Papa, bonjour. On voit le passé, le présent et le futur. Ce que tu connais, tu dis oui. Ce que tu ne connais pas, tu dis non. C'est pas forcé. Hein? Et on essaye d'approcher la vérité. Et elle peut être crue. Donc il faut savoir encaisser. Papa, je te vois, tu es triste. Ton esprit pleure. Ton esprit enchaîné. Et Jean, mademoiselle Emmanuel, bon cœur, petit chien pas pressé, clamonnette à ce moment là. Oui, Jean, concours. Je rêve des gens qui sont en train de me poursuivre, qui veulent me découper. Tu dois aller régler tes problèmes avec ton papa. Papa est où? Il n'est plus. Il est mort. Alors, tu le fais pleurer? Il te faisait confiance. Et tu l'as déçu, là. Il faut repartir. Voir ta naissance. La première initiation, ici-bas, c'est Yano, Mumba. C'est la femme qui est allée découvrir l'arbre de la vérité. La connaissance du bien et du mal. Et dans leur Bible, ils disent que c'est Ève qui aurait tenté Adam. Mais Ève était intelligente. Elle a connu la vérité. Elle a voulu communiquer ça à son mari qu'elle chérissait. Je suis une courroie de transmission entre le monde des vivants et des morts. Parce que pour sauver les vivants, je vais chercher ma puissance, je vais chercher les moyens de ma puissance chez les morts. Parce qu'eux, ils ont tout conservé et c'est intact chez eux. Libreville, capitale du Gabon, Afrique équatoriale. Dans ce pays mystique où la spiritualité se développe dès la naissance comme un don du ciel, la tradition orale se perpétue grâce aux sociétés initiatiques féminines, gardiennes absolues du patrimoine ancestral gabonais. Partout dans le pays, des femmes initiées transmettent, prédisent, soignent depuis des générations. Et les secrets de la connaissance qu'elles détiennent sont une des dernières mémoires orales de l'humanité. Mariée. Voilà, concubinage, elle m'a voyé, c'est ma mariage, elle m'a voyé, c'est ma caractère. Bonne chance, oui, chance. Là où je te vois, tu es en train de pleurer en esprit. Et on ne cherche pas la mort comme ça. C'est pas parce qu'on a des problèmes que tu tentes à mourir. Hein? Faut plus faire ça. Tu portes la maison de l'esprit. L'esprit, ça a été la parole. La parole, elle a été Dieu. Et Dieu, ça nous donne la lumière. Après le traitement, vient l'initiation. Vous êtes d'accord? La plupart des sociétés secrètes ont été initiées par les femmes. C'est elle qui détient tous les secrets de la communauté. Bonne chance, ouais, chance. Tout ce que la personne a fait, je vois le passé, le présent et le futur. Ça ne m'empêche pas de ne pas aller danser. Il y a de temps en temps, je vais en boîte. Il y a de temps en temps, je suis aussi comme les autres. Mais la plupart des gens, ils ont peur de moi parce que quand la personne est à côté de moi, il sait que je vais voir ce qu'il a en lui. Elle constitue le symbole de la procréation. Cette procréation ne s'arrête pas seulement au niveau maternel, mais il y a une certaine maternité spirituelle, une certaine maternité traditionnelle. La femme, c'est la clé. C'est la clé même de la communauté, de sa famille ou de son clan. Nous parlons de la valorisation de l'homme, la recherche éternelle. Qui es-tu? Qui suis-je? Nous ne recherchons que cela.
femmes que nous allons rencontrer détiennent chacune une parcelle de la tradition, car elles ont reçu un enseignement particulier basé essentiellement sur l'initiation. Chaque école est secrète. Chaque soin proposé est indissociable de la tradipraticienne qui le prescrit, ce qui diversifie cet héritage sacré. Au fil des siècles, il a évolué sur la forme en fonction des femmes qui l'ont porté, mais jamais sur le fond, car c'est de l'amélioration de la race humaine dont il s'agit. Ce trésor, les gardiennes le protègent et les hommes ne s'y trompent pas. Un jour, leurs chemins croiseront inévitablement l'enseignement mystique de ces femmes hors du temps. 43 ans, 7 enfants, mariée depuis 25 ans, Stéphanie est l'une des gardiennes de la mémoire orale. Elle a découvert son don de guérisseuse en se faisant initier suite à une maladie. Depuis, elle a quitté son métier de secrétaire pour se consacrer exclusivement aux soins. Elle est donc aujourd'hui tradipraticienne que l'on appelle ici ganga ou encore sorcière, car les vieux préjugés ont la vie dure. Stéphanie soigne avec les plantes, mais aussi en implorant les esprits de la forêt afin qu'ils l'assistent lorsqu'elle utilise les rituels magiques issus de l'enseignement des anciens. Je suis surprise, à des moments donnés, un malade vient par exemple, je consulte mes esprits, qui me disent que je peux faire quelque chose. Lorsque je fais, je suis surprise du résultat. Parfois, c'est des choses impensables. Au Gabon, l'initiation est la base de toute thérapeutique. Mais l'initiation fragilise la personne dans ses limites et il vaut mieux avoir évacué ses conflits internes avant de commencer. Stéphanie prépare donc des protections qui purifient l'esprit par le feu pour la jeune femme, par le sang scellé dans un coquillage pour le jeune garçon. Car ces deux malades sont atteints d'une maladie typiquement africaine, le vampirisme. Sortir un vampire, c'est aller dans le monde parallèle. Il y a deux côtés, le côté du bien et le côté du mal. Eux, ils vont du côté du mal pour essayer de vampiriser le plus de monde. Difficilement compréhensible pour les Européens, la maladie africaine, appelée à tort psychosomatique, met en marge des mécanismes où les forces du bien et du mal sont en lutte incessante par esprit interposé. C'est l'éternel combat entre les ténèbres et la lumière que nous portons en nous, et pour que le bien triomphe, Stéphanie doit avant tout protéger ses malades contre eux-mêmes. On me taxe de sorcière, mais je résous certains problèmes que la médecine occidentale n'arrive pas à trouver la solution. Elle est très généreuse. Avec elle, on n'a pas ce qui se passe dans le temple, c'est-à-dire elle nous gronde devant les autres initiés ou bien se met à nous insulter, non. On parle avec elle comme si on s'adressait à une copine, bien à un enfant. Vous voyez, elle s'est familiarisée avec nous, on est bien avec elle. C'est un héritage que l'on transmet et que l'on se transmet de mère en fille et de père en fils. Et notre génération a toujours voulu, par le contact avec les Européens, être plus européens que l'on est. Et parfois, notre tradition est en totale perdition. D'où la nécessité de perpétuer la tradition, en fait. Le point commun à toutes ces femmes, prêtresses de l'âme, c'est que rien ne les prédisposait au départ à être gangas. Par contre, elles étaient toutes malades, et en s'initiant pour trouver une solution à leurs problèmes, elles ont découvert la voie qu'elles suivent aujourd'hui. C'est le cas de Marthe, qui soigne ses semblables depuis plus de 30 ans. D'un âge indéterminé, elle pratique l'élique depuis 1960. Dès le premier jour, Marthe attribue à chaque malade un seau rempli d'herbes et de plantes de son choix. Tous les matins, il se lavera avec cette préparation aqueuse et il dormira sur une natte recouverte de ces mêmes plantes. Celles-ci ont le pouvoir d'amener le patient dans des rêves qui le renseigneront sur l'origine de sa maladie. L'élique dure 14 jours. Il est basé sur l'analyse de ses rêves que chaque malade raconte à Marthe tous les matins. Pour cela, 2 jours après son arrivée, c'est l'étape du Mesoso qui permet au malade de commencer véritablement son travail sur lui-même et de rentrer dans la confrérie des initiés, c'est-à-dire des bandits.
Plusieurs tableaux vont retracer l'épopée de l'homme et de la terre, sa mère génitrice. Toute initiation commence par une renaissance et c'est en passant à travers le symbole du sexe féminin que la première étape commence. Il ne peut y avoir d'initiation sans la présence de la femme, gardienne, initiatrice et mère protectrice. Ensuite, le Banzi va remonter la rivière mythique de ses origines, au-delà du souvenir de sa naissance. Pour cela, on le maquille de kaolin blanc et rouge, représentant l'homme et la femme. Le bleu symbolise l'océan, sur lequel il voguera dans quelques instants. Ainsi paré des éléments qui composent le monde, une plume de perroquet glissée dans les cheveux, le perroquet étant messager de l'invisible, le Banzi s'embarque pour son voyage intérieur. Et pour partir, il faut un conducteur qui l'amènera rapidement dans un autre état de conscience. Cet accélérateur de la mémoire, c'est l'iboga, racine sacrée que Marthe mélange à du lait sucré, car son amertume est insupportable. Elle appelle cela l'automatique. Il a la particularité, au-delà d'une certaine dose, d'abaisser la température, et Marthe vérifie constamment l'état de santé de ses Banzi, car l'iboga leur permet d'atteindre, non sans danger, les limites de la mémoire collective, ainsi que les racines de leur histoire, où la maladie s'est inscrite à un moment donné. L'iboga, que l'on appelle également bois sacré, est un arbuste que l'on trouve uniquement au Gabon. Il est le lien qui unit toutes les sociétés initiatiques du pays. Il est l'arbre de vie permettant à l'homme noir de trouver les réponses qui le tourmentent. En cherchant le remède à sa maladie, l'initié rencontrera son qui suis-je et par là même son chemin de vie. Depuis des millénaires, nous ne faisons que respecter ce que nous avons trouvé et transmettre également à nos enfants ce que nous connaissons. La femme peut être le lien entre le visible et l'invisible. Ce que vous appelez visible, moi je l'appelle le monde irréel. Et ce que vous appelez invisible, pour moi, c'est le monde réel. À mon niveau, je ne transmets pas grand-chose, en fait. Ce que je fais, c'est que j'ouvre les portes de la connaissance. Chez Stéphanie, une nuit initiatique commence. Les danses, les chants, les transes arrivent à des moments précis dans le déroulement de la manifestation. Chaque Banzi a une marraine qui lui prépare le parcours et le rassure sur les obstacles à passer. Ce soir, cette jeune femme n'arrive pas à avaler la mixture que Stéphanie lui a préparée, car toute initiation est plus ou moins douloureuse suivant l'état physique et psychique du malade et suivant les raisons qui l'ont poussé à s'initier. Son voyage s'annonce difficile, mais il est impossible socialement ou psychologiquement de faire marche arrière. Pas me faire durer là. Bon, on va la marrer. On t'a marre? On parle avec mes sœurs. Amazon. Yabo. Oh, comment? Aval. On va t'attacher, hein? C'est lui, on t'attache. Yabo. Aval, piou. Voilà. Je pas toute la nuit devant moi là. On est en retard là. Vous avez vu les mouches? Ils sont où? Comment? Donc, ils viennent de partir là, ils étaient pleins. Ah, c'est quoi? La mouche c'est quoi? C'est le caca, c'est la mort. Quand tu es cadavre. Donc on ne blague pas, hein? Quand on vous demande quelque chose, il faut donner. Fais-la s'asseoir. Tu l'as fait asseoir sur toi. Oh. En ouvrant les portes de la connaissance, elle,
cette malade-là en allant rencontrer les siens. Et c'est là-bas, à travers l'initiation, qu'on lui remet toutes ses facultés. Et moi, je ne fais que canaliser, en fait. L'initiation apporte toujours un plus à la personne, à l'initié, mais aussi à la société et à ses enfants. Il faut se faire modeste. On fait comprendre à la personne, à l'homme, que d'abord nous sommes de passage ici-bas. Et il faut savoir être modeste. Il n'y a pas de distinction de rang social. Si tu es femme, que tu es ministre, lorsqu'on vient t'initier, eh bien si tout le monde doit s'asseoir par terre, toi avec. En remontant la mémoire du fleuve jusqu'à la source de la connaissance, nous rencontrons la société secrète du Djembé. Le Niambé ou Djembé, suivant les régions, c'est la société initiatique des femmes interdite d'accès aux hommes. Indispensable hier encore, elle permettait aux jeunes femmes d'apprendre les bases nécessaires à la vie du village. En fait, la femme initiée au Djembé détenait les secrets qui lui permettaient d'asseoir son pouvoir et déterminer ainsi l'avenir du clan. Nous sommes au sud de l'Ambaréné, dans le petit village de Komi. C'est là que vivent les 6 épouses de Moutamba, le dernier roi coutumier du Gabon. Élu par toutes les tribus du sud du pays, il veille à ce que la tradition soit respectée. Les 6 épouses du roi sont toutes membres du Djembé. Sa première épouse, Jeannette, est même la chef du Djembé. Chef tu ya dirige baba. La ngoye to ikadupe ya dupe pouvoir, ya dupe dikanga didi. Maman Jeannette, mwambile nana la. Jeannette doit concilier plusieurs rôles, dont celui de reine et de mère spirituelle du village, tout en privilégiant les rapports humains de ses sœurs, rapports toujours aussi complexes lorsqu'on évoque la jalousie. La jalousie existe partout. Que ce soit la mère et l'enfant, il y a toujours la jalousie. Le père et fils, il y a toujours la jalousie. Et il y a toujours des petits problèmes qui se passent. Mais dans notre foyer, il y a aussi la jalousie, il y a des petits problèmes. Mais quand ça se passe, c'est pas facile qu'un étranger vienne découvrir qu'il y a un problème là. Donc on a des problèmes, ça se passe entre nous, on se parle entre nous et puis ça passe. Même notre mari n'est jamais au courant de nos problèmes. Bon, c'est comme ça, on vit ici, hein? On vit comme ça, avec nos enfants aussi. C'est pas facile de déterminer que ça c'est l'enfant de l'autre, ça c'est l'enfant de l'autre. Donc tous nos enfants, ils sont nos enfants. Ils sont les enfants de toutes les mères. La cérémonie du Djembé de ce matin va permettre d'initier plusieurs jeunes filles et donc de les élever dans le rang social de la tribu. Les femmes du village s'éloignent dans la brousse et nous les accompagnons avec Moutamba jusqu'à l'entrée de la forêt. Nous, on arrête ici, les garçons, quand ils font les initiations, et ils sont là-bas, nous les garçons, nous restons ici. On ne peut pas voir ça. C'est donc notre équipe féminine qui continue derrière les arbres marqués d'ocre, délimitant le territoire où nul homme ne se risquerait à pénétrer. Ce qui va suivre n'est que la face visible du Djembé. La face cachée, la plus importante, restera toujours à l'abri des regards indiscrets. Le djembé, c'est avant tout un rite de coutume très différent des rites mystiques de chez Stéphanie et Marthe. Ici, le salut de la femme passe par son apprentissage qui va de la connaissance des plantes au rôle plus conventionnel de maîtresse de maison. S'occuper de son mari et savoir le garder, c'est aussi savoir influer sur lui et par là même sur le village. Tout l'art de la femme bantoue, c'est de savoir s'effacer sans pour autant perdre sa dignité, son autonomie et surtout son pouvoir de suggestion. Nyemba,
coutume et tout, que y a mis tant que n'y babou n'a rien à l'école. Donc il y a tout ndongi, ou que l'on commande tout, nyemba. Là, que dit ça? À quoi respecte, à quoi bisa mutu yandi wotu? Asagu usianga mutu kapaga mutu mukana kasianga nesi sangu yandi nesi sata yandi asagu bensu musianga asagu bensu sianga kapaga mutu donc redi bandu. Asagu bensu gubu parce que kintu usurega digubanga ka wana continue ka mwendo na mwendo yetu wandi dugufu jusqu'à timene bulongo ndiaro monyo turabana monyo turabana sisi ndivo ndio monyo turabana kufu kwetu turabana na kufu na monyo turabana dusabenzi sisa. Mais si un homme par inadvertance franchissait le sol interdit, que se passerait-il? Aller dans le djembé, ça va être autorisé par les femmes elles-mêmes. Ils rentrent dedans, ils vont faire le bagarre aux femmes, et gaspiller tout, aller voir les secrets des femmes, tout ça, c'est le banditisme. Donc c'est ce que je ne veux pas. Bon, moi je donne la loi, je dis bon, ben, demandez ce type-là combien il doit payer. On lui demande, non, il dit non, je ne paye pas, ben, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ben, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire, il a besoin de mon poids, ou bien il a besoin du poids de femmes. Eh bien, je dirais aux femmes, ben, faites-lui du mal, tuez-les, et puis on n'en parlera plus. Avec le fétiche, on ne va pas le tuer à coup de couteau, mais avec le fétiche. Oui. On n'a pas la prétention de le dire tout haut, mais nous savons que c'est tout bas. Nous pouvons dire que dans les sociétés, la base, c'est la femme. Elle est gardienne de la maison, c'est-à-dire par son mariage. Elle quitte sa famille et va dans une autre. Donc, elle a ce transfert parental de sa famille à la famille du mari. Elle est donc, en même temps, joue le rôle de mère, d'épouse et de gardienne de tradition. Pendant ce temps, chez Marthe, les bandits continuent leur traitement. Chaque matin, depuis le début, ils racontent leurs rêves. Ceux-ci sont en général métaphoriques et toute la science de Marthe est bien sûr l'interprétation du rêve, mais d'abord elle doit vérifier si le malade dit bien la vérité. Pour cela, elle jette le dzimba. Les deux écorces doivent s'ouvrir du même côté et elle leur donne ensuite une nouvelle prise d'iboga qui les conduit jusqu'au prochain rêve, à la prochaine vision. Car pour les peuples du Gabon, animistes depuis la nuit des temps, chaque élément de la création possède un esprit qui a son importance dans le schéma global de l'univers. L'esprit mène le monde, il est partout, et toute maladie qui ne trouve pas sa solution dans la médecine moderne trouve sa conclusion chez les tradis praticiens de l'âme. Ainsi, lorsqu'un sort est jeté modifiant le destin, la maladie arrive inévitablement et il faudra toute la science du Ganga pour que la vie reprenne son cours. Vendredi soir, cette cérémonie est considérée comme une fête, car les bandits rentrent enfin chez eux, sous-entendu le voyage se termine et leur esprit rentre au port. Ils sont placés sous la protection de la harpe sacrée Gombi, femme qui dans la tradition s'est sacrifiée pour transmettre la connaissance aux hommes. La harpe symbolise également la lune et les étoiles, et c'est à travers les notes du harpiste que s'échappent des messages destinés aux seuls initiés. Pendant ces 14 jours de l'Hélique, Marthe a suivi ses malades pas à pas.
les amenant à trouver le remède de leur guérison par eux-mêmes, tout en partageant leurs rêves et en voyageant avec eux. Elle est omniprésente. Durant la cérémonie, aucun détail ne lui échappe et son aura inonde le temple. Parlant peu, entourée de ses assistantes qu'elle a initiées au fil des années et d'un public féminin voué à sa cause, elle savoure impassible mais fière le résultat de toutes ces années d'apprentissage. Ce soir, ses élèves, ses sœurs, lui démontrent qu'elle n'a pas œuvré en vain, la transmission de son art est assurée. Exaucé, anesthésie générale. Donc, on est un peu à l'étroit ici, non? Poussez un peu. Je suis partie à 20 ans à peu près, quand j'ai eu mon bac. Je pense que j'étais imprégnée de ma culture avant de partir, complètement imprégnée, sauf que je n'étais pas initiée. Je suis restée une quinzaine d'années, le temps de faire mes études de médecine, le temps de faire ma spécialité d'anesthésie-réanimation. Un problème particulier de santé s'est posé à moi. J'ai tout fait, j'ai consulté mes confrères, j'ai subi des interventions. Je n'ai pas eu de résultats très satisfaisants de ce côté médical. Arrivé ici au Gabon, le même problème me tracassait. J'ai encore subi une intervention ici qui n'a rien donné. Et donc, bon, je vis dans un milieu africain. Les uns et les autres me disent attention, il ne faut pas toujours voir que le côté médical moderne, parce que nous sommes des Africains. Il faut peut-être chercher du côté traditionnel. Fogo verde Jesus Cristo, bambadu, 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 mozamana yeda, bambadu, 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 Jésus Emmanuel. Ça ne peut pas le brûler parce que ça a un but, c'est pour chasser les mauvais esprits. Si ça brûle, c'est que la personne est vraiment bien malade, il est vraiment bien impur. J'ai été amenée, malgré moi, à consulter ce qu'on appelle l'enganga chez nous. Je ne vous le cache pas, je suis médecin, certes, mais j'ai bu des décoctions, j'ai subi certains traitements. On se rend compte qu'on ne peut pas vivre de la même manière en France ou aux États-Unis. On vit dans son pays avec la société et c'est à nous de nous intégrer. Nous sommes chez Madeleine, dans la banlieue de Libreville. Elle aussi pratique l'hélique, avec toujours les mêmes principes. Leur nourriture, c'est les médicaments. Là où ils dorment, c'est les médicaments. L'osso, c'est les médicaments. Et quand il dort, il est dans ses médicaments, il voyage. Il y a toutefois une différence avec le travail de Marthe. Chez Madeleine, les visions qui passent essentiellement par les plantes doivent permettre aux malades de rencontrer leur Bumbayano, et pour cela, la phytothérapie mélangée au rite mystique donne apparemment de bons résultats. Mais tout dépend, il faut le dire, du charisme et de la personnalité de la gardienne des traditions. Celle-ci attribue à la plante une double fonction, soigner le corps et l'esprit, et révéler à l'homme que cette notion intime et floue qu'il porte en lui se nomme sacré.
L'Africain, c'est le mystique. Si je vous dis certaines choses, je vais paraître ridicule aux yeux des Européens. Parce qu'ils ne perçoivent pas, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas dans leur culture de percevoir certaines choses que moi je pourrais vous dire. Donc ce n'est pas la peine. Ils vont dire, mais je connais mon milieu, par exemple, le milieu médical européen ou français, notamment où j'ai appris. Si je dis certaines choses, ils vont dire, mais c'est une délurée, mais elle est folle, elle est cinglée, c'est pas possible. Le Mumbayano chez Madeleine est un enseignement difficilement perceptible pour les profanes. Il est inscrit au fond de la mémoire secrète des femmes. Par recoupement, par bribes de leur récit, on peut retenir ceci. Au commencement, nous étions deux. À chaque naissance, notre double contenu dans le placenta nous précède, nous guide et nous suit durant toute la vie. Le Mumbayano, c'est l'ange gardien de nos actions, le miroir de notre pensée que les initiés doivent nommer pour devenir bandits. Le Mumbayano, c'est le jardin secret de chaque homme, l'intimité absolue, jamais divulguée, où le cœur bat au rythme de force qui le dépasse. Si quelqu'un ne me parle pas d'abord son Mumbayano, il peut même faire là 1 mois, 2 mois. Oui, ça dépend de leur confession, parce que tu ne peux pas rencontrer ton Mumbayano quand tu n'es pas bien pur. Je ne peux pas expliquer parce que mes malades sont là. Avant l'arrivée de la médecine moderne, ben on se soignait. On se soignait. On n'était quand même pas décimé par le paludisme ou par d'autres maladies ou par des parasitoses. La preuve, c'est qu'il y a des Africains. Il y avait des Africains avant la médecine moderne. Moi, j'ai soigné des Européens à qui on a donné des maladies, certaines maladies que les radios et l'échographie, et que sais-je encore, les scanners n'ont jamais vues. Alors qu'ils étaient bel et bien malades, je les ai soignés ici. Parce que c'est un côté qui est le nôtre, qui est purement culture africaine. Et que vous, c'est-à-dire la médecine moderne, ne maîtrise pas et ne maîtrisera jamais. Parce que là, il faut qu'on discute carte sur table. La rencontre avec Madame Regueneau nous amène dans un autre cadre, une autre atmosphère. La transition est saisissante avec ce que nous venons de voir. C'est une pratique totalement différente, un dépouillement de la forme donnant à son art épuré un regard proche de la perfection. Depuis une quinzaine d'années, elle soigne. Disposant d'un cabinet en plein centre-ville où elle traite ses malades avec la phytothérapie, elle est reconnue internationalement comme une des plus grandes, ne connaissant pas l'échec. À côté de son cabinet pour les cas difficiles, lorsque les plantes sont insuffisantes, dans un endroit retiré de la ville, elle a son banja, où elle se transforme l'espace de nuit pour sauver ses semblables. Pourtant, au début de son histoire, comme toutes les autres, elle était malade. Je suis enseignante de formation.
Et j'étais loin de penser qu'un jour, je pouvais traiter avec les plantes. Je me suis retrouvée malade. J'ai souffert pendant, disons, plus de 4 mois de violents maux de tête. Je suis allée en France me faire soigner. On m'a passé ce scanner. Je suis revenue comme je suis partie. Je suis rentrée et j'ai continué à passer des journées qui dans ma chambre. C'est de là qu'un esprit a dit que c'est lui qui était à la base de ma maladie. Et c'est ainsi qu'on a procédé à une seconde initiation. Et on a fait tout ce que cet esprit a demandé. Et c'est comme ça que j'ai été guérie. Guérie grâce au pacte qu'elle a conclu avec son aïeul, elle soigne. Et petit à petit développe ses dons, ce qui l'amène aujourd'hui à traiter jour et nuit des malades qui viennent de partout. Cette nuit, le cas de cette dame doit trouver son dénouement. L'histoire est simple, quoique peu ordinaire. Cela fait 4 ans qu'elle a perdu le sommeil, car un esprit vient chaque nuit la perturber et lui faire l'amour. Bien sûr, en Europe, cela prête à sourire, et pourtant, cette dame souffre réellement. Son mari, un personnage important, l'a fait examiner dans plusieurs hôpitaux, en France et au Gabon. Les résultats furent toujours négatifs. Ce soir, c'est leur dernière chance. Madame Rebieno va demander à son ancêtre d'intervenir et de couper la corde à laquelle cette malade est attachée. En d'autres termes, cette personne est envoûtée, il faut l'exorciser. Bernadette Rebieno va donc petit à petit cohabiter avec son aïeul, à qui elle laissera la responsabilité d'extraire le mal. Mais pour l'instant, avec une corde spéciale, Bernadette examine sa patiente et cherche les blocages où l'esprit néfaste s'est dissimulé. C'est pas dans tout le corps que vous l'avez. Il y a des endroits clés où vous êtes attaché. Je suis obligée de faire appel à mon maître, si je peux l'appeler ainsi, et c'est dans son domaine, à lui, que tout se passe. Parce qu'ici, on peut tout faire, il ne viendra pas. Il y a un public peu nombreux dans le Banja. Les personnes qui sont présentes cette nuit sont soit ses assistantes, soit des proches de la malade, soit les musiciens qui s'occupent également de l'entretien du Banja. C'est une autre ambiance, pas de spectacle, pas de syncrétisme religieux. Ici, c'est la médecine tradipraticienne au sommet de son art. Il y a une différence entre la religion et l'initiation, c'est-à-dire la tradition. La religion nous a été importée, mais en nous important la religion, chaque race, chaque communauté, pour parler du Gabon, connaissait déjà l'existence de Dieu. Chacun, au départ, a pensé à cette existence suprême. En ce qui me concerne, il y a un temps pour me recueillir dans une église pour ma religion, et il y a un temps pour être au Banja pour soigner. Lorsque je suis en transe, je ne me contrôle pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et parfois même, je ne sais pas ce que je dis, surtout lorsqu'il s'agit de voyance sous sa houlette. C'est pas normal qu'on puisse me conduire par le nez comme ça. Non. C'est une force qui dépasse la nôtre. On le remet dans l'état actuel, c'est-à-dire tel qu'il est envoûté, si j'ose employer ce terme, pour ensuite la détacher au moment où le fameux esprit viendra faire son travail. Il le trouve à l'état actuel de fait, c'est-à-dire une personne attachée qui a une corde, qui a un mal,
qui a un esprit nuisible. Ensuite arrive la partie difficile où il va falloir extraire le mal réellement. Et ce n'est pas sous mon contrôle que ça se fait. C'est là où je suis absente et qu'il agit par des méthodes qu'il connaît lui. Il est 2 heures du matin. Bernadette en transe est totalement habitée par l'esprit de son ancêtre masculin. Celui-ci s'exprime en langue minée d'autrefois. Difficilement compréhensible pour les personnes présentes, les traductions s'imposent, car à ce moment-là, un palabre s'engage. Il demande qu'est-ce que tu es en train de lui faire. Il faut lui expliquer. L'esprit nous aperçoit et s'étonne de notre présence. Willy, notre ingénieur du son, lui explique que nous sommes là pour garder la mémoire de la tradition. Il dit que tu n'es pas malade, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? L'esprit n'a pas l'air convaincu et dans un premier temps refuse que nous filmions. Il a dit qu'il ne veut pas. Pendant qu'il traite la dame de filmer. C'est-à-dire que pendant qu'il parle de ses problèmes, il ne veut pas que vous filmiez. Puis, après une explication plus approfondie de Willy, nous filmons mais nous coupons le son. Et il me surprend la plupart du temps. C'est surprenant, ça vous marchez, ça vous surprend. Tout change tout autour de vous. Vous êtes une autre personne. Et c'est ça qu'on ne maîtrise pas. Et moi, personnellement, ça m'énerve. Parce que je ne me sens pas maître de moi-même à un moment donné. L'esprit consulte, il questionne ses proches. Il dit ce qu'il voit, mais il n'est pas axé uniquement sur la malade et il peut consulter en fonction de ses visions les personnes qui sont autour de lui. C'est direct, sans artifice, la mise à nu est publique et l'humilité de mise. La consultation terminée, l'esprit va extirper le mal. Toute opération concernant les rituels magiques sont faites dans le noir. La poule nous regarde une dernière fois. Elle sera sacrifiée car ici, comme ailleurs, tout a un prix. Et je ne sais pas comment ça s'est passé avec la poule, mais je sais que lorsque j'ai commencé, j'étais lucide. Quand j'ai commencé à l'attacher sérieusement, j'étais un peu perturbée. Je prenais quand même le dessus. Il y a toujours la présence d'une poule noire. Et lorsque la lumière revint, l'esprit était reparti. Madame Rebieno semblait extrêmement fatiguée. La malade, elle, est amenée dehors pour une dernière purification et aux dernières nouvelles, pour la première fois depuis 4 ans, elle dort comme un bébé. C'est un don qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'amour envers les autres. Parce qu'il y a des maladies ou des malades, il faut avoir le cœur gros pour les traiter. Tout passe par le rêve. Il suffit que je dorme. Ne serait-ce que 5 minutes me suffisent largement pour voir le traitement adéquat. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas conscience du trésor qu'elles détiennent. Et il va falloir que nous autres, nous travaillions pour la prise de conscience et pour perpétuer la tradition. Et Jean, mademoiselle, et manbon, que petit chien pas pressé, clame, on est à Souboua, mon Milan, ouais, Jean, concours. Tu n'as? Tu as remarqué que depuis que tu es venu ici, tu dors. Parce que ici, tu es en protection, tu as la protection des esprits qui sont ici. Dans ma famille, mes enfants ne s'intéressent pas. Mais c'est plutôt des malades que j'ai guéris qui s'intéressent et qui, soit par devoir moral, soit par dévouement, parce qu'eux, ils ont aussi reçu cet héritage-là, que je me sens obligée de transmettre. Stéphanie a décidé d'écrire
Et elle incite souvent ses élèves à prendre sa place en les stimulant à sa manière. Applaudissez! Ça a été très dur parce que mon conjoint n'a jamais compris cela. Quand mon épouse a commencé ces activités-là, ça nous a posé de nombreux problèmes. D'abord, moi-même, je l'ai accepté difficilement. Mes parents l'ont accepté difficilement. Ça fait des conflits énormes. J'ai été même au bord du divorce à cause de ce travail. Parce qu'à un moment donné, la famille m'a posé un ultimatum de choisir entre mon foyer et mon travail spirituel. J'ai essayé de dépasser tout cela, jusqu'à venir même m'initier. Je me suis initié également pour essayer de comprendre, parce qu'il fallait que je comprenne absolument. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire au niveau de ces activités. J'ai découvert un côté mystico-spirituel de nos coutumes, de notre société, que j'ignorais auparavant. C'est d'un apport considérable au niveau de l'humanité si on pouvait effectivement faire connaître cela. Aujourd'hui, l'oralité est menacée. Tout d'abord, la situation du pays a changé. 1 200 000 habitants sur l'ensemble du territoire le plus riche de l'Afrique noire. Hier encore, plus de 60% de la population se trouvait dans les provinces. Actuellement, c'est 75% du pays qui se trouve dans la zone urbaine de Libreville ou de Port-Gentil. Deux cultures se trouvent alors confrontées et l'européanisation des populations risque d'amener une disparition progressive de la tradition. Nous continuerons malgré notre médecine qui est très orale. Et je pense que malgré l'oralité, elle ne périra pas de suite. C'est parce que la phytothérapie demeure encore très fortement ancrée dans nos traditions. Et je suis parfaitement sûre que mon esprit reviendra. Jeannette et ses sœurs du djembé, Marthe qui voyage à l'intérieur de nos rêves, Stéphanie qui trace un pont entre les rives de la conscience, Madeleine et son Mumbayano, Bernadette et son art ancestral de la guérison sont des femmes très différentes les unes des autres, mais elles ont toutes le même souci. User de leur énergie et de leur temps pour transmettre un héritage qui raconte l'histoire de l'homme, de son appartenance à l'univers et de la quête sans fin qui l'amène à se poser sans cesse la même question: qui suis-je ? Ces femmes nous offrent depuis toujours la réponse à nos interrogations les plus personnelles grâce à l'initiation. Elles sont notre dernière mémoire, mais aussi notre futur immédiat, une chance de nous réconcilier avec nous-mêmes à l'aube du 3e millénaire, car elles détiennent pour un court instant encore un des derniers trésors de la richesse humaine. Là, vous me parlez quelque chose d'intéressant. Esprit, vous pouvez m'expliquer en France comment... De la conscience. C'est tout? Ah, on se comprend là.